Parce que cela se passe tout autour de nous. C'est cette pénible réalité qui nous fait penser qu'il vaut mieux ne jamais toucher aux drogues. Ceci n'est pas un spectacle. Je veux simplement offrir au monde une méthode de traitement que je crois unique. Une méthode de traitement adaptée aux pays post-soviétiques, aux pays totalitaires. Quand, dans les années 90, j'ai commencé à travailler avec les toxicomanes, ils faisaient peur, non seulement aux médecins et à leur propre entourage, mais aussi aux forces de l'ordre. Oui, parce qu'on ne savait rien. Quand, après la chute de l'Union soviétique, l'héroïne est arrivée d'Afghanistan comme par torrent en Russie et dans toutes les républiques post-soviétiques, la toxicologie y est encore balbutiante. Dr Life est le premier projet de télé-réalité dans le monde qui traite de la toxicomanie. D'habitude, dans les télé-réalités, les participants concourent pour la gloire et l'argent. Ici, bien que les mots soient pathétiques, se dessinent les dessins de personnes bien réelles. Pour participer au projet Dr Life, nous avons choisi 8 personnes de Russie, d'Allemagne et des États-Unis. Ils n'ont ni le même âge, ni la même condition sociale, ni le même niveau d'études, ni les mêmes professions. Mais tous souffrent de la plus terrible des dépendances, l'héroïnomanie. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour, bonjour. Ekaterina, allons-y, vos bagages. Chers amis, je suis ravi de vous voir tous. L'objectif que nous nous sommes fixés n'est pas facile. Nous devons montrer au monde entier qui nous sommes vraiment. J'aimerais que chacun d'entre vous me raconte comment il a été accueilli, que chaque médecin me présente son patient. Par où on commence? Je suis contente, je suis tellement contente. Je ne sais pas, pour l'instant je ne peux rien dire. Non, nous attendons d'être guéris. Comment ça va se passer, on n'en sait rien. Alors, suivant. Anatoly Nesmianov, 36 ans, narcomane depuis 18 ans. A consommé la première fois de l'opium à 17 ans. Depuis le début de sa consommation, il a eu des rémissions spontanées de 3 ans. Aucune rémission médicale. Une overdose, également sans intervention médicale. Ses camarades, comme il le dit, lui ont donné des secours en lui injectant de l'eau chaude. Il y a 2 ans et demi, il a passé à la désomorphine. Avez-vous déjà été condamné? 3 fois. C'est un lien avec les drogues? 2 fois, oui. Usage ou détention? Détention et trafic. Vous disiez? Non. Est-ce que vous rajoutiez dans l'héroïne des cachets, des solutions comme des tranquillisants, du dimédrol, du cibazone? Combien de temps arrivez-vous à tenir sans drogue après un sevrage? Peu de temps. Cela veut dire qu'immédiatement après avoir quitté l'hôpital, vous reprenez des drogues? Oui, presque immédiatement. C'est vous-même qui avez décidé de venir à la clinique? Oui. Combien de traitements a-t-il suivi? Il n'a pas suivi de traitement, jamais. Jamais? Et sa période de rémission? Il a décroché une fois, 3 ans. Pourquoi? Il voulait arrêter. Il n'en était encore qu'au tout début, c'était en 2000. Eh bien, 12 ans se sont écoulés. Et son physique? Des troubles somatiques? Des manifestations résiduelles du sevrage. Et sa décision? Quelle est sa motivation? Pourquoi est-il venu ici? La motivation de s'en sortir? Il veut vraiment guérir? C'est un bon gars, un mec sérieux. Il est accompagné de qui? Sa mère. Bien, Fatima. Vous connaissez ce patient? Décrivez-nous-le brièvement. Lorsqu'il a posé sa pierre, il a dit qu'il avait attendu 12 ans cet instant.
Il semble très sérieux à ce propos, si Dieu le veut. Et puis, sa relation avec sa mère est très bonne. Il est prêt à tout pour elle, même à changer de vie. Et avec sa famille, comment cela se passe? Il est divorcé depuis longtemps. Il vit avec Katia. Elle est venue? Oui, elle est aussi venue. Elle l'accompagne? Non, elle va suivre aussi nos traitements. Ne vont-ils pas interférer ici les uns avec les autres? Il semble que maintenant, la maladie les rapproche. Et s'ils s'entendent bien maintenant, après son aide sortie, lorsqu'ils seront abstinents, vont-ils commencer à se quereller, à se battre? Eh bien, nous aviserons le moment venu, mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Et qui a le dessus? Elle ou lui? Lui, c'est lui qui lui a parlé du traitement. Il l'a motivé. Antipova et Katerina Sergeyevna, c'est sa concubine. Ils sont arrivés ensemble de Magadan. Elle est accompagnée de sa mère. Elle a 27 ans, toxicomane depuis 8 ans. Est-ce que vous avez essayé de vous soigner, d'arrêter? Oui. Où est-ce que vous vous êtes soigné? Combien de temps avez-vous été en thérapie? En quelle année? À Magadan, en thérapie pour addiction. Je me suis piqué sans arrêt pendant 2 ans. Ensuite, j'ai passé 5 jours à l'hôpital. Là, on nous interdit de cuisiner, vous savez. Mais on peut acheter, seulement c'est compliqué. Puis on vous a trouvé, sur Internet. Et ensuite, tout s'est mis en route. Ensuite, il fallait juste se maîtriser. Avant votre arrivée, quand avez-vous pris votre dernière dose? Le 1er septembre, des graines de pavot. Combien en avez-vous pris? 2 kilos. Avec Anatolie, je suppose. Oui. Ces 2 dernières années, elle prenait du crocodile, de la désomorphine. Elle n'avait pas d'argent? Non, c'est pour cela qu'elle consommait de la désomorphine. D'où provient l'héroïne à Magadan? Combien elle coûte là-bas? 100 $ pour de la qualité inférieure. Ça doit coûter 200 $. Elle dit qu'il est impossible de trouver de l'héroïne, mais il n'y a aucun problème pour acheter du crocodile en pharmacie. Pour 300 à 350 roubles, ils avaient de quoi préparer une dose. Ils la préparaient et la consommaient ensemble. Après le traitement, ils prévoient de déménager à Saint-Pétersbourg. Elle déménage avec qui? Avec sa mère. Elle veut planter son concubin qui se soucie d'elle? Je sais pas, ils m'ont dit qu'ils déménageront à Saint-Pétersbourg, après le traitement. Aleftina Fedorovna, expliquez-moi s'il vous plaît leur relation. Je ne veux pas qu'ils nous empêchent de travailler pendant le traitement. Elle l'aime beaucoup, ils ont la même nature. Ils sont tous les deux peu communicatifs. Ils ont trouvé un soutien mutuel et de la chaleur l'un envers l'autre. Elle parle de lui en bien. Elle a fait une forte dépression, mais elle a les idées claires. Elle a aussi des pensées suicidaires qu'elle ne nie pas. Elle n'a pas fait de tentative, mais elle y pense sérieusement. Comment vous sentez-vous? Ça va pas bien. Quand avez-vous consommé pour la dernière fois? Quel jour? Il y a environ 2 jours avant mon départ. Avez-vous emmené quelque chose avec vous? Oui. Finissez vos cigarettes, on doit partir. On y va. Elmira Tursunbayeva, s'il vous plaît. Voici Victor Meleker. Il est arrivé d'Allemagne. Il a 31 ans, marié, habite avec sa famille et il a une fille de 5 ans. Il a été élevé dans une famille avec son père et sa mère. Son père est alcoolique. Mais il affirme qu'il ne boit plus.
Il a pratiqué la boxe, a été 2 fois champion d'Allemagne dans sa catégorie. Il a aussi été condamné plusieurs fois pour consommation de drogue et pour vol. Il a l'hépatite et une bronchite chronique. Il a aussi eu une commotion cérébrale. Il avait 16 ans lors de sa première prise de drogue et a commencé l'héroïne à 17 ans. Sa dose maximale est de 5 grammes. Il a également déjà consommé des opiacés et des stimulants. Il avait l'habitude de mélanger l'héroïne et la cocaïne. Il n'a fait qu'une overdose. Il a déjà suivi plusieurs traitements en 2001, 2003 et 2004. Sa plus grande période d'abstinence fut de 2009 à 2011. 2 ans au total. De sa propre volonté. Il a remplacé les drogues par l'alcool. Quelles sont ses motivations? Il est motivé parce qu'il a sa famille et sa fille. Mais il est pessimiste par rapport à son état et sa dépendance. Et comment est son sommeil? Il a mal dormi. Il a maintenant des symptômes de sévrage. Il a dû prendre un analgésique supplémentaire et des somnifères. Et comment cela affectait votre pratique du sport? Je rentrais de l'entraînement et puis je commençais par fumer, parfois en perdre conscience. Vous ne preniez pas seulement du cannabis? Non, ensuite on allait en discothèque, on prenait des pilules, des extas pour se sentir joyeux. Et en même temps, je prenais des amphètes. Une fois, j'ai même essayé des champignons. Avez-vous eu des hallucinations? Oh oui, c'était terrible. On était assis sans rien sentir lorsqu'un ami a dit « Voici la montée. » En fait, on a perdu 3 jours dans un appartement de 4 pièces. 3 jours durant lesquels nous nous sommes cherchés les uns les autres. Et quand enfin nous nous sommes retrouvés, c'était dans les toilettes. Et là, il y avait un hamster dans sa cage. Les gars m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « J'ai mis ce hamster en prison. » En effet, les gars, désolé. Enfin, nous avons laissé le hamster s'échapper, mais imaginez qu'on était en décembre et qu'il y avait plein de neige. J'ai pensé que c'était la fin, que je ne reviendrai jamais plus à la vie normale. Avez-vous été témoin d'une overdose fatale? Avant mon arrivée, je fréquentais un gars avec qui je me shootais. Et un jour, boum, il est tombé dans les buissons. Et quand j'ai appelé l'ambulance, il était déjà mort. Ils n'ont pas réussi à le ramener à la vie. Invitez le patient suivant. Gleb, réveille-toi. Gleb Antonov, 23 ans, de Washington, Seattle. Célibataire, vit seul depuis l'âge de 18 ans. Ces 3 derniers mois, il habite avec ses parents. Il a eu plusieurs mandats de comparution pour consommation de cannabis et pour excès de vitesse. Comme maladie, il a une hépatite chronique. Son père était alcoolique, mais il a arrêté. Ses premières drogues furent le marijuana, dès l'âge de 18 ans. Depuis l'âge de 20 ans, il consomme régulièrement, mais maintenant de manière plus épisodique. Dès l'âge de 19 ans, il a commencé à sniffer de la cocaïne, jusqu'à 3 fois par an. Ensuite, à 19 ans, il a commencé à fumer de la caxicarne. 1 mois plus tard, il consommait régulièrement. Les syndromes de manque apparurent 3 mois après. Il a continué à fumer pendant 1 an et demi, puis il s'est tourné vers l'héroïne pendant 1 an et demi. Dès 2012, il a commencé à se shooter. Sa dose quotidienne est en moyenne de 0,5 grammes. Le 1er septembre, il a fait une overdose, nécessitant une réanimation. Quel âge a-t-il? 23 ans. Quelle est sa motivation? Il veut vraiment se soigner. Il a demandé plusieurs fois à ses parents de l'aider. Il voudrait devenir acteur de cinéma, déménager de Washington.
Il y a des acteurs qui se droguent beaucoup. Non, c'est pas ça qu'il veut. Est-ce qu'il a une motivation personnelle? Oui, c'est certain. Laissez-moi vous aider. Marat, parlez-moi de votre patient. Il s'appelle Andrei Krochanov, 33 ans, de Moscou. Il a été enregistré le 6 septembre 2012. Il a grandi avec son père et sa mère, vit actuellement avec ses parents, est marié, sans enfant. Il est en très bonne relation avec son épouse, que l'on peut considérer comme un héros. Une autre femme l'aurait déjà quitté. Il consomme depuis quand? Au total, depuis 15 ans. Utilisation systématique? 10 ans. Dose maximale? Jusqu'à 6 grammes. C'est un patient extrêmement atteint somatiquement. Qu'est-ce qu'il en est de la rate et du foie? Le foie risque-t-il de le lâcher? Splénomégalie. L'hypertension portale montre que c'est une précirrhose. Et son désir de se soigner? Il exprime une grande motivation. Bonjour. Bonjour. Gali, allons-y. Voilà, notre patient s'appelle Alex. Il est né en 87. Il a 25 ans, c'est un patient assez unique. Il a perdu son père à l'âge de 12 ans. C'est à cet âge qu'il a commencé de consommer. Oui, quand je bois et je deviens saoul, je commence à me sentir mal et je prends de l'héroïne. Présente consommation totale. Toujours des méthylamphétamines, de l'alcool, du hashish. A commencé à consommer de l'héroïne dès l'âge de 18 ans. Quel genre de rémission a-t-il eu? Médicale ou indépendante? Jamais systémique. Il ne faisait pas un usage constant de l'héroïne. Rémission, il a souvent décroché. Sa période maximale de rémission est de 1 mois et demi à 4 mois. Il a suivi un traitement. Pourquoi est-il venu ici? Il a décroché spontanément. En fait, il peut arrêter de lui-même. Il a bu beaucoup durant 10 jours. Il transpire et se sent vraiment mal. Il a essayé d'arrêter de fumer, mais n'a pas réussi. Il se rend compte qu'il est malade et dépendant. Il est dépendant à l'alcool ou aux drogues? Aux deux. Donc il est poly. Il est polydépendant, oui, c'est ça. En plus, il est alcoolique. Vous considérez-vous comme une personne malade? Oui. Pensez-vous que vous êtes dépendant? Oui, je pense. Il a suivi une cure en 2011 selon la méthode Dov-Gemco. Il a également reçu un traitement suggestif durant 15 ans. Mais il a réussi à décrocher seulement durant 2 semaines. Il est arrivé ici avec la gueule de bois. Quelle est son évaluation sur l'échelle de 100%? Il vient de Moscou. Il a 39 ans, il a fréquenté une bande de criminels et par la même occasion a commencé à consommer de l'alcool à 24 ans. De la cocaïne, de l'ecstasy et du LSD. Il a commencé par le canca avec cette bande. Ensuite, il a commencé à s'injecter par voie intraveineuse de l'héroïne. Il a eu 9 condamnations et a allé 6 fois en prison. Là, il ne consommait pas. En fait, il nous a dit qu'il y avait la possibilité d'obtenir des médicaments, aussi en prison, même si ce n'était pas conforme au règlement. Ok. Quelle est la dose maximale? Sa dose maximale est de 1 gramme. Il est aussi infecté par le VIH, qui est la raison de son mauvais état. Quand est-ce que le VIH a été diagnostiqué? En 2008. Il fait aussi une augmentation de la pression intraoculaire, que nous essayons maintenant de stabiliser. Je vois. Quelle est son évaluation sur notre échelle? Il avait l'habitude d'avoir des rémissions durant son traitement dans un couvent. À cause de sa paresse, il a connu des interruptions. Alevtina Fedorovna, pouvez-vous brièvement nous exposer son état psychologique, si vous l'avez examiné? On m'a dit qu'il était rusé. Il sera difficile de travailler avec lui parce qu'il n'a pas d'image propre et aucune conscience de sa personnalité. Maintenant, il se retrouve dans les limbes et est toujours anxieux parce qu'il ne trouve pas de solution. Il est capable de prendre des décisions, mais ne voit pas les problèmes.
C'est un phénomène intéressant. Il a montré qu'il nie les problèmes, donc il n'y a rien à résoudre. Il faut bien lui faire comprendre. Je suis prêt à obéir à toutes les instructions du médecin. Je suis venu ici pour guérir, je dois guérir. Je m'inquiète un peu au sujet de son père. Quel est son problème? J'ai entendu qu'ils se disputaient et se battaient. Cela n'empêchera pas le traitement? Comme j'ai l'habitude de dire, à ce stade, plus de détails, c'est 15 à 20 minutes supplémentaires. Nous essayons de régler ce problème, du côté du père comme pour le fils. Le père essaie de résoudre ses problèmes, tandis que le fils se bat avec sa toxicomanie. Je ne pense pas que je serai vraiment obsédé par son traitement. Je vais faire une confidence à votre équipe et au professeur Nazaraliev. Je tiens à dire que vous avez de très belles femmes. Je l'ai remarqué dès mon arrivée de Moscou. Au Kyrgyzstan, les femmes sont tout simplement incroyables. Nous devons lui parler pour qu'il soutienne son fils. Que diable! Il semble oublier qu'il est un ancien toxicomane et que cela reste une personne. Il doit croire en lui, en son fils, avoir la foi et être à ses côtés, aider son enfant et finalement devenir son complice. Il faut qu'il enlève sa couronne de recteur général. Pour qui se prend-il? Déjà 5 personnes sont venues se plaindre auprès de moi. Ensuite, El Shibai a demandé de changer son accompagnateur. Il m'a dit, laissez-le retourner enseigner à l'université. Quand vous êtes-vous injecté pour la dernière fois? Durant la nuit. Vous voulez dire la nuit dernière? Qu'est-ce que c'était? De l'héroïne. Irina Anisimova. Elle vient de Moscou. Elle a commencé par la marijuana, qu'elle consomme de manière épisodique jusqu'à maintenant. À 17 ans, elle avait l'habitude de prendre du tramadol, aussi de manière épisodique, avec ses copines. Quand il n'y en avait plus, sous pression de ses amis, elle a commencé à goûter à l'héroïne. Quelle est son expérience de toxicomane? De 17 ans jusqu'à maintenant, mais elle a fait une pause durant sa grossesse. Quelle est sa dose maximale? 0,5, 0,2. Son enfant a 8 ans. Est-ce qu'il comprend sa situation? Maintenant, oui, il commence. Après que son père soit parti, il commençait à comprendre. A-t-il déjà vu comment vous vous injectiez? Elle peut tout voir, elle est toujours avec moi. Depuis combien de temps son mari est en prison? Il est enfermé de temps en temps, mais elle l'attend. Elle a confiance en lui. Cependant, c'était bien le premier à lui donner de l'héroïne. A-t-elle une motivation? Non, elle ne semble pas en avoir du tout. Pourquoi elle est venue ici? Eh bien, elle veut essayer. Comment peut-elle être traitée sans motivation? Elle l'a décidé. Alors nous devons soulever cette question et voir pourquoi nous avons besoin d'elle ici. Donnons-lui une chance, nous verrons. Nous donnons une chance à ceux qui la veulent vraiment. Alors pourquoi donner une chance à ceux qui ne veulent pas, qui viennent ici juste pour passer du temps ou je ne sais quoi? Elle pense qu'elle est venue en station? Pendant ces 2 jours, nous devons envisager la question de son renvoi. J'ai une remarque au sujet d'Anisimova. Cette fille exprime des inquiétudes et une méfiance psychasthénique. Les premières impressions peuvent être liées à sa difficulté d'adaptation. Son processus d'adaptation est plutôt lent. Elle n'a pas une mauvaise estime de soi, mais elle est effectivement dans un très grave état en ce moment. Eh bien, je pense que nous devons la surveiller pendant 2 ou 3 jours. Si vous la voyez feindre un quelconque comportement, il faut la renvoyer. Pour vous tous ici, aujourd'hui est un jour particulier, un événement inhabituel, un événement significatif dont vous vous souviendrez toujours. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment où vous allez découvrir ce qui va se passer, votre vie sera directement liée à cet endroit. Ce n'est pas seulement une plaque, c'est votre chance, que vous avez acceptée lorsque vous avez décidé de venir à notre centre. Ces plaques contiendront et préserveront votre espoir en ce lieu.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Tashtarata est une montagne sacrée. Et ce monticule est composé de 265 pierres, apportées ici par des pèlerins. Il ne s'agit pas seulement de pierres, mais de l'histoire de ces gens. Vous trouverez des emplacements spéciaux où vous pourrez déposer vos plaques sacrées. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez prendre vos plaques. Madame, messieurs les accompagnants, vous pouvez vous approcher de vos fils, maris ou frères. Vous pouvez également vous remémorer un événement qu'il a vécu. Profitez de cet événement à 100%. Lorsque l'un d'entre vous sera prêt, il pourra mettre lentement son plateau sacré à l'endroit qui lui a été réservé. Si vous souhaitez vous tenir debout sur votre plaque, faites-le. Si vous voulez pleurer, pleurez. Si vous voulez crier, hurlez. Vous en avez le droit. Vous pouvez vous débarrasser complètement de vos émotions en cet instant. Pendant ce temps, vous autres pouvez partager vos impressions. Ira? Je ne sais pas trop. J'ai plein d'émotions, mais elles sont difficiles à exprimer. Psychologiquement, on doit travailler sur soi-même, sinon personne ne nous aidera. Je pense y avoir laissé une partie de mon âme. Elle sera là pour toujours. Je n'oublierai jamais. Je tiens à vous féliciter. Vous êtes de véritables héros. Vous avez enterré votre vie passée, c'est vrai, mais ce n'est pas votre vraie vie. Et je tiens aussi à ajouter que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné d'une équipe de médecins professionnels du centre médical. Ils seront toujours avec vous. C'est pourquoi je vous souhaite un bon séjour. Profitez de votre chance à 100%.